Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Forestar Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que vous avez 25% de réduction ici jusqu'au 31 du mois de janvier 2025 pour l'ensemble des services proposés par Top Invest. Je vous laisse aller voir ça en premier commentaire, enfin pas premier commentaire, en description de la vidéo. Donc, Forestar vend des terrains essentiellement, enfin, aménage et vend des terrains à des compagnies qui vendent des maisons de manière générale. En fait, c'est un démembrement de Dr. Horton. Enfin, pas docteur. Pourquoi je dis toujours docteur? De D.R. Horton. OK? On va le dire comme ça. Parce que, excusez-moi, une fois que je vois DR, j'ai toujours. Voilà, automatiquement, je vais mentionner docteur. Alors, c'est D.R. Horton. Donc, nous avons une croissance des revenus, comme d'habitude. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'en posant la question pourquoi, ça nous permet ici de savoir si c'est durable ou pas du tout. Normalement, on ne va pas se dire qu'on ne va pas juste poser la question, on attend que les graphiques nous répondent. Non, pas du tout. Poser la question veut dire qu'on va lire, on va essayer d'aller regarder dans les rapports financiers pourquoi est-ce qu'on a cette croissance-là et que dit le management par rapport à la pérennité de la croissance. Donc, je vais faire le tour d'horizon ici. Nous avons une croissance des revenus, on aime ça. Marge brute, 23%. Et les marges brutes sont en décroissance par rapport à la moyenne parce qu'on avait du 42% en moyenne ici. Aujourd'hui, on a du 23%. Et encore, c'est ajusté ici annuellement, c'est 23,80%. Ensuite, on va regarder marge EBITDA. C'est plutôt stable. Marge brute diminue. Marge EBITDA plutôt stable. Donc, on va se dire ici que le business est de plus en plus efficient. Aussi simple que ça. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des dépenses opérationnelles, on a sans doute eu un poste de dépense qui a tendance à diminuer ou bien à rester stable. Ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il augmente. Et on n'aime pas ça. Donc, entre 2019 et aujourd'hui, nous avons à peu près, en 2019, nous avions aux alentours de 42 millions d'actions. Aujourd'hui, c'est 50 millions d'actions. Je pourrais même dire 51 millions d'actions. On n'aime pas ça. Et la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on augmente les actions. Parce que c'est une dilution. Nombre d'actions, pas dette nette, excusez-moi, bénéfice net par rapport au free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Est-ce qu'ils vont dans le même sens? Si je le mets comme ça, sur le graphique, on constate ici que les bénéfices nets sont généralement plus élevés que les free cash flow. Alors, premièrement, tant qu'on ne sait pas pourquoi, ça ne devrait pas nous déranger. Enfin, on ne devrait pas nous déranger entre parenthèses. Je n'aime pas ce que je vois ici. OK? J'aimerais avoir des free cash flow, des free cash flow équivalents aux bénéfices nets. Et s'il y a une différence entre les deux, j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce qu'en réalité, nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on encaisse dépend ici des free cash flow. OK? Donc, l'entreprise ici doit dégager des free cash flow pour qu'on puisse en bénéficier. Et s'il n'y a pas de free cash flow, il n'y aura pas de dividende. Ou bien s'il y en a, ça veut dire que c'est payé avec de la dette ou en émettant de nouvelles actions. Donc, je préfère les free cash flow aux bénéfices nets. Mais quand il y a des bénéfices nets, ça veut dire qu'il pourrait avoir des free cash flow. D'accord? Donc, l'essentiel maintenant, notre rôle, votre rôle, c'est de savoir pourquoi on a cette différence-là. Et encore une fois, moi, je ne connais pas ce business au-delà des chiffres. Ce que j'essaie de voir ici, c'est d'interpréter, j'essaie de poser des questions en regardant ces chiffres-là, de telle sorte que si le business m'intéresse, je pourrais m'y intéresser, je pourrais regarder en profondeur. Déjà, avec les bénéfices nets pareils, on peut se dire que ça peut être un business correct. On a quand même une croissance des bénéfices ici, mais je sais que l'immobilier résidentiel aux États-Unis, après 2020, ils ont quand même profité. L'immobilier résidentiel a quand même bénéficié d'énormément de vents favorables. D'accord? Donc, ça peut ne pas être durable. Il faut donc faire attention. Ensuite, on va regarder au niveau de dette net to EBITDA. Dette net to EBITDA, nous avons quelque chose inférieur, enfin aux alentours de 1. De préférence, on veut à peu près une dette net to EBITDA aux alentours ici, en dessous de 5. Je sais, certains vous diront,
Non, il faut que ce soit en dessous de 3, il faut que ce soit en dessous de 10, il faut que ce soit en dessous de 50. C'est une image. C'est une façon de vous dire ici qu'en fait, ce n'est pas trop un chiffre qui est important. D'accord? 1. Est-ce que l'entreprise a les moyens de payer les intérêts? 2. Parce qu'une entreprise qui a les moyens de payer les intérêts peut faire rouler sa dette. 2. Est-ce que l'entreprise a les moyens de rembourser la dette nette en moins de 10 ans? Et là, je vais mettre ici un chiffre bien rond. En moins de 10 ans uniquement avec les free cash flow. Si ce n'est pas le cas, faites très attention. Or, on a vu ici que cette compagnie ne gagne pas d'argent sur les dernières années. Mais uniquement sur les dernières années. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas l'année prochaine. OK? Donc, on ne peut pas tirer de conclusions hâtives si on n'a pas vérifié la raison pour laquelle des free cash flow sont négatifs. Ensuite, j'aimerais regarder le volume de dette nette. On a 235 millions. En net income, on a à peu près 200 millions. Même si on a des free cash flow qui sont négatifs, si free cash flow égale à bénéfice net, on pourrait s'en sortir avec au moins 200 millions par là. OK? Et je dis au moins 200 millions par là. Ça, c'est par rapport aux chiffres actuels. Parce que dans ce business-ci, je sais qu'ils ont tendance à mal se comporter. Donc, je préfère toujours normaliser les résultats. Donc, si cette compagnie, je la prendrais sur les 10 dernières années, une soixantaine de millions en termes de bénéfices nets, alors que sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 116 millions. Donc, tant que je ne sais pas pourquoi on a 116 millions, ou bien 2 fois plus, enfin 2 fois et demi, bien sûr, plus de bénéfices nets sur les 3 dernières années que sur les 10 dernières années, je vais avoir tendance à être extrêmement prudent. Donc, on continue. C'est une entreprise également. Est-ce que ici nous avons un dividende? Non. Donc, ensuite, on va regarder le PER. Vu qu'on a des bénéfices nets, on peut passer par le PER ici. Donc, c'est une entreprise qui a tendance à se négocier à combien de fois les bénéfices? Normalement, vu ce type d'activité, construction, aménagement immobilier, on sera à peu près aux alentours de 10-15 fois les bénéfices. Actuellement, l'entreprise sur les dernières années, sur toute la période, se négocie généralement à 24 fois les bénéfices. Impossible, je ne paye pas ça. Sur les 10 dernières années, c'est 12 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, c'est 9 fois les bénéfices. Pour une entreprise qui n'a pas de dette, c'est vraiment extraordinaire. Mais rappelez-vous, sur les 5 dernières années, on a une explosion en termes de revenus. Et donc, si on se situe sur les 10 dernières années, où on est à 12,3, normalisons un tout petit peu les bénéfices également sur cette période-là. On atteint 60 millions. Donc, je pense 12,3, je pense qu'on sera plutôt à 15. Vous allez me dire, oui, mais Thierry, c'est 12,3. Écoutez, je vous ai dit que moi, je prends toujours 10, 15, 20 et 25. Maintenant, celui qui veut prendre 11, 16, 21 ou bien 26, c'est son problème. Mon but n'est pas d'avoir précisément raison, mais d'avoir le moins de tort possible. Si tu veux prendre absolument ce qui est mentionné ici, tu peux également le faire. C'est à toi de voir, ça ne sera pas très faux non plus. D'accord? Donc, le plus important, c'est de comprendre ce que le business fait et si le business est capable de rapporter au moins du 60 millions en moyenne sur les années à venir. Ensuite, on regarde ici le tangible book value. Vu qu'on vend des terrains, et rappelez-vous, aux États-Unis, la valeur des terrains est enregistrée à l'achat. C'est-à-dire que la valeur des terrains, c'est la valeur à l'acquisition. Donc, si on détient des terrains depuis au moins 40 ans, laissez-moi vous dire que ces terrains-là ont une valeur peut-être bien plus élevée que ce qui est affiché dans les bilans en date d'aujourd'hui. Donc, on continue, on regarde le tangible book value. On peut faire un tangible book value en croissance. Actuellement, il a 1,59 millions. Et si on regarde le tangible book value par action, ça représente combien? 31,47. Ça sous-entend qu'au prix actuel, vous achetez cette compagnie à un prix légèrement en dessous de la valeur de ses actifs tangibles nets. D'accord? Ce qui est déjà un très, très bon deal. Donc, on a une protection supplémentaire. Ce sont des actifs, ce sont des terrains. Sauf si les terrains ont été achetés à des prix extrêmement élevés par rapport à leur valeur actuelle en date d'aujourd'hui.
C'est ce que vous devez aller vérifier de manière générale. Bon, regardez à peu près où est-ce que ces terrains sont situés. Utilisez par exemple le site web qu'on appelle Zillow, Z-I-L-L-O-W, pour essayer d'identifier le prix de ces terrains-là dans la zone, si vous voulez faire une analyse plus approfondie que ça. Bon, au moins, ça vous donne une idée générale. Parce que moi, personnellement, en regardant ceci, je peux dire que Forestar peut être intéressante au prix actuel. OK? Mais Forestar ne génère pas de free cash flow. Donc, Forestar peut avoir tendance à augmenter le nombre d'actions ou émettre de nouvelles actions. Donc, on va rester très prudent sur Forestar Group. Et je rappelle que c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je ne connais pas cette compagnie. Dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. Comme celle-ci. OK? Et comme je l'ai dit, jusqu'au 31 du mois de janvier 2025, vous avez 25% de réduction sur l'ensemble des services de Top Invest. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Je dirais non. Non, parce que je ne la connais pas. D'accord? Mais ce n'est pas parce que j'ai détesté ce que j'ai vu. Je peux comprendre que les free cash flow soient négatifs parce qu'on achète énormément de terrain. C'est le nerf de la guerre. Mais ça peut être un business intéressant au prix actuel. En tout cas, vous pouvez la mettre dans votre watchlist à vous. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en 2025, encore plus, lisez vos rapports financiers parce que si vous voulez faire du stock picking, faites-le sérieusement. Merci.